Vous savez, après un quart de siècle à exercer la médecine, j'ai entendu tellement d'histoires sur des remèdes miracles qu'on pourrait en faire une encyclopédie des idées reçues. Pas plus tard que la semaine dernière, une patiente cultivée, professeure de mathématiques, m'a avoué avoir tenté de soigner son hypertension avec du jus de betterave pendant 3 mois. Résultat, sa tension n'a pas baissé, mais elle ne supporte plus la betterave. Nous vivons une époque paradoxale. D'un côté, l'information est accessible à tous. De l'autre, cette abondance nous égare. Grand-mère recommande une chose, Internet en crie une autre, et votre ami jure qu'une tisane tibétaine l'a sauvé. Vous voilà à la pharmacie, un sachet de plantes à la main, vous demandant « Et si ça marchait vraiment? Et si je n'avais pas besoin de médicaments chimiques ?» Aujourd'hui, je vais décortiquer avec vous les remèdes naturels les plus populaires, ceux sur lesquels on m'interroge constamment. Je vous montrerai de vraies études scientifiques, je vous dirai ce qui fonctionne réellement et ce qui est une perte de temps dangereuse. À la fin de cette discussion, vous saurez exactement sur quoi vous appuyer et ce qu'il vaut mieux éviter. Car à 40, 50 ou 60 ans, le temps devient précieux, et le gaspiller sur des placebos est un luxe inacceptable. Et tout à la fin, je vous raconterai l'histoire d'un remède que la plupart considèrent inutile, mais qui a sauvé la vie d'une de mes collègues. Une histoire qui a bouleversé ma propre vision de la frontière entre médecine traditionnelle et science. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Je vous promets que vous aurez matière à écrire. L'ail, panacée ou mythe? Commençons par le plus controversé, l'ail. Vous avez sûrement entendu qu'il aide contre l'hypertension, protège les vaisseaux et serait presque une panacée. Ma mère, par exemple, mange une gousse d'ail chaque matin à jeun depuis toujours et affirme que c'est pour ça qu'à 73 ans, elle n'a jamais été hospitalisée. Et vous savez quoi? Elle n'a pas complètement tort. En 2012, des chercheurs australiens ont mené une grande étude sur des personnes souffrant d'hypertension modérée pendant 12 semaines. Un groupe prenait de l'extrait d'ail vieilli, l'autre un placebo. Les résultats ont surpris même les sceptiques. Chez ceux qui prenaient l'ail, la pression systolique a diminué de 7 à 8 mm Mugre en moyenne. C'est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs légers. Mais attention, il s'agit d'extraits vieillis, pas de l'ail frais qu'on met dans la soupe. L'ail frais contient de l'allicine, une substance active qui agit sur les vaisseaux. Le problème? L'allicine est extrêmement instable. Elle se dégrade à la chaleur, au contact de l'air, même simplement en étant stockée. Que signifie cela en pratique? Si votre tension est à 160 millub 110 et que vous décidez de vous soigner à l'ail au lieu de prendre les médicaments prescrits, vous courez droit vers un AVC. Mais si vous avez des valeurs limites, 140 millub 90, et que votre médecin n'insiste pas encore sur les médicaments, l'ail peut être un excellent complément à un changement de mode de vie. Je recommande généralement à mes patients des compléments de qualité contenant de l'extrait d'ail vieilli, où la concentration en principes actifs est standardisée. Ou, si vous préférez la méthode traditionnelle, hachez finement l'ail frais, laissez-le reposer 10 minutes à l'air libre pour activer les enzymes, puis consommez-le immédiatement, sans cuisson. Conseil pratique. Si vous mangez régulièrement de l'ail frais, accompagnez-le de persil ou d'une pomme. Cela neutralise vraiment l'odeur, car la chlorophylle du persil lie les composés soufrés. Le gingembre, efficace ou surestimé? Passons au gingembre. On l'ajoute partout maintenant. Dans le thé, les smoothies, même l'eau détox. Et là, j'ai des sentiments mitigés. D'un côté, le gingérol, le principal composé actif du gingembre, possède réellement des propriétés anti-inflammatoires. Il existe des preuves solides de son efficacité contre les nausées. Je prescris moi-même du gingembre aux femmes enceintes souffrant de nausées matinales. C'est l'un des rares remèdes à la fois sûrs et efficaces. Même l'Association américaine des obstétriciens gynécologues reconnaît officiellement le gingembre comme traitement efficace des nausées matinales.
De plus, des études montrent que le gingembre aide contre le mal des transports mieux que certains médicaments en pharmacie. Si vous avez le mal des transports, un morceau de gingembre frais ou une tisane au gingembre une demi-heure avant le voyage, ce n'est pas un conte de grand-mère, ça marche. Mais voilà où commencent les problèmes. On présente le gingembre comme un remède miracle pour maigrir. Soi-disant, il accélère le métabolisme, brûle les graisses, fait des miracles. Et là, je dois vous décevoir. Oui, le gingembre augmente légèrement la thermogénèse. L'organisme dépense un peu plus d'énergie pour digérer. Mais c'est un effet si minime que vous brûlerez plus de calories en montant simplement 3 étages à pied au lieu de prendre l'ascenseur. Aucune quantité de thé au gingembre ne compensera un gâteau mangé le soir. Désolé, mais c'est la vérité. En revanche, il existe des données intéressantes sur le gingembre et les douleurs articulaires. Plusieurs études sérieuses ont montré que l'extrait de gingembre réduit la douleur dans l'arthrose du genou. Le mécanisme n'est pas entièrement clair, mais on suppose que les propriétés anti-inflammatoires du gingérol bloquent certaines voies chimiques responsables de la douleur et de l'inflammation. Mais retenez ceci, si vous prenez des anticoagulants, le gingembre en grande quantité vous est contre-indiqué. Il renforce leur action et peut provoquer des saignements. Consultez toujours votre médecin avant de commencer à consommer régulièrement n'importe quel remède, même naturel. Le miel, remède ancestral ou simple sucre? Parlons maintenant du miel. C'est presque une religion dans nos familles. Ma grand-mère soignait tout avec du miel, du rhume à la dépression, des plaies à l'insomnie. Et elle avait raison sur certains points. Commençons par le positif. Le miel est réellement efficace contre la toux. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît officiellement le miel comme remède pour soulager la toux chez les enfants de plus d'1 an. Une étude publiée dans la revue Pediatrics a montré qu'une cuillère à café de miel avant le coucher réduit la toux nocturne chez les enfants plus efficacement que les sirops populaires en pharmacie. Le mécanisme est simple. Le miel enrobe la muqueuse irritée, crée un film protecteur, apaise les récepteurs de la toux. De plus, il a des propriétés antimicrobiennes scientifiquement confirmées. Particulièrement le miel de Manuka de Nouvelle-Zélande, qui contient du méthylglyoxal, une substance aux puissants effets antibactériens. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur le miel ordinaire qu'on achète au marché ou au magasin. C'est essentiellement du sucre concentré. 80% du miel, c'est du fructose et du glucose. Oui, il contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants, mais en quantité microscopique. Donc, quand un patient diabétique de type 2 me dit « Docteur, je ne mange pas de sucre, je mange du miel, c'est bon pour la santé », je me prends la tête. Pour le pancréas, il n'y a aucune différence entre le miel et le sucre. Il voit du glucose et réagit par une libération d'insuline. Donc oui, le miel pour la toux, le mal de gorge, la cicatrisation des petites plaies, c'est excellent. Mais comme substitut du sucre pour les diabétiques ou comme élixir magique de santé? Non, c'est un mythe. Et encore un point, ne chauffez jamais le miel au-dessus de 40 degrés. À haute température, il se forme de l'hydroxyméthylfurfural, une substance toxique en grande quantité. Donc, le thé au miel, c'est quand vous ajoutez le miel dans du thé tiède, pas bouillant. Le curcuma, super aliment ou marketing? Le curcuma, oh, c'est mon sujet préféré, car il y a tellement de spéculations. Le curcuma contient effectivement de la curcumine, une substance aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Les études in vitro montrent des résultats impressionnants. La curcumine ralentit la croissance des cellules cancéreuses, réduit l'inflammation, protège les neurones. Ça sonne incroyable, non? Le problème, c'est qu'in vitro et dans l'organisme, ce sont deux choses très différentes. La curcumine a une biodisponibilité extrêmement faible.
Cela signifie que lorsque vous mangez une cuillère de curcuma, votre organisme n'en assimile qu'un pourcentage infime. La majeure partie traverse le tractus gastro-intestinal et est éliminée. Pour obtenir une dose thérapeutique de curcumine à partir de l'épice ordinaire, il faudrait en manger des kilos, ce qui est physiquement impossible. C'est pourquoi tous ces laits dorés, curcuma dans le café, curcuma dans les smoothies, c'est plutôt un ajout gustatif qu'un traitement. Cependant, il y a une astuce. La curcumine est absorbée 20 fois mieux en présence de pipérine, une substance du poivre noir. Donc, si vous voulez un minimum d'effet, ajoutez toujours une pincée de poivre noir. Et mieux encore, consommez-la avec des graisses, car la curcumine est liposoluble. Mais si on parle d'état sérieux, maladie inflammatoire de l'intestin, arthrite, prévention des troubles cognitifs, il faut des compléments standardisés avec une forte concentration de curcumine et des additifs pour améliorer la biodisponibilité. Et même alors, l'effet sera auxiliaire, pas principal. La canneberge et les infections urinaires, mythe tenace. Parlons maintenant de la canneberge et des cystites. C'est probablement le mythe le plus persistant chez les femmes. Combien de fois ai-je entendu « Docteur, j'ai une cystite qui commence, je vais boire du jus de canneberge ». Autrefois, je pensais pareil. Je recommandais même la canneberge à mes patientes pour prévenir les infections urinaires. La logique était simple. La canneberge contient des proanthocyanidines, des substances qui empêchent les bactéries d'adhérer aux parois de la vessie. Mais en 2012, la collaboration Cochrane, une organisation internationale qui réalise des revues systématiques d'études médicales, a publié une grande méta-analyse. Ils ont analysé 24 études portant sur plus de 4500 personnes. Et la conclusion était décevante. Le jus de canneberge ou les compléments à base de canneberge sont inefficaces pour prévenir les infections urinaires. De plus, des études ultérieures ont montré que pour obtenir un quelconque effet, il faudrait des doses de proanthocyanidine qu'on ne trouve tout simplement pas dans le jus ou la boisson ordinaire. Mais le plus dangereux, c'est quand une femme avec une cystite aiguë décide de se soigner à la canneberge au lieu d'aller chez le médecin et d'obtenir un antibiotique. La cystite est une infection bactérienne et sans traitement, elle peut remonter vers les reins, provoquer une pyélonéphrite, ce qui est déjà un état grave nécessitant une hospitalisation. Donc la canneberge, c'est bon au goût, c'est de la vitamine C, des antioxydants. Mais elle ne peut ni traiter ni prévenir la cystite. Si le problème existe, consultez un médecin, sans exception. L'huile de poisson, le complément que je recommande. En revanche, pour l'huile de poisson, je dirais tout autre chose. C'est l'un des rares compléments que je recommande à presque tout le monde. Les oméga 3, acides gras polyinsaturés, EPA et DHA, ne sont pas juste une mode. Ce sont des substances essentielles au fonctionnement du cerveau, du cœur, des vaisseaux, du système immunitaire. Et le problème principal, c'est que notre organisme ne les synthétise pas. Nous ne pouvons les obtenir que par l'alimentation. Idéalement, ce sont les poissons gras de mer, saumon, maquereau, sardines, harengs. Mais soyons honnêtes, qui parmi nous mange du poisson 2 à 3 fois par semaine régulièrement? Moi-même, je n'en mange pas. Pas le temps, qualité douteuse ou simplement pas envie. Or, la carence en oméga 3 est généralisée chez nous, surtout après 40 ans, quand les risques cardiovasculaires commencent à augmenter. Les études montrent qu'une prise régulière d'oméga 3 réduit le risque de mort cardiaque subite de 30%. C'est énorme. Il diminue le taux de triglycérides, ces graisses dans le sang dont l'excès provoque l'athérosclérose. Ils rendent les membranes cellulaires plus fluides, améliorent la microcirculation. De plus, il existe des données montrant que les oméga 3 protègent du déclin cognitif. Ils ne guériront pas la démence, non, mais peuvent ralentir son développement si on commence à les prendre à l'avance. Car le cerveau est composé à 60% de graisse, et un tiers de ces graisses sont justement des oméga 3. Je prends moi-même de l'huile de poisson par cure, 3 mois de prise, 1 mois de pause.
Et je vois la différence. Moins de fatigue, meilleure peau, même l'humeur est plus stable. Seulement, prenez un produit de qualité, purifié des métaux lourds. Le poisson accumule maintenant du mercure, du plomb, des dioxines. Et si l'extrait est mal purifié, vous recevrez du poison avec les bienfaits. Cherchez sur les étiquettes la mention du degré de purification et les certificats de qualité. Et encore, si vous avez une tendance au saignement ou prenez des anticoagulants, le dosage d'oméga 3 doit être validé par un médecin. Il fluidifie le sang, ce qui peut être dangereux. Valériane et agripaume, sédatifs naturels. Parlons maintenant de la valériane et de l'agripaume, classique de la médecine soviétique. La valériane possède effectivement un léger effet sédatif. Cela fonctionne grâce à l'acide valérénique, qui interagit avec les récepteurs GABA dans le cerveau, un neurotransmetteur inhibiteur responsable de la relaxation. Mais voici ce qui est important. L'effet de la valériane est cumulatif. Si vous buvez une teinture de valériane et attendez de vous endormir dans une demi-heure, ça ne marchera pas. La valériane doit être prise en cure d'au moins 2 à 3 semaines pour obtenir un effet durable. Je recommande généralement la valériane aux patients souffrant d'anxiété légère, de troubles de l'endormissement, quand il n'y a pas d'indication pour des médicaments sérieux. C'est sûr, ne crée pas de dépendance, ne perturbe pas la structure du sommeil. Mais en cas d'insomnie sévère ou de troubles anxieux, la valériane, c'est comme un pansement sur une fracture. Il faut l'aide d'un spécialiste. L'agripaume est similaire, mais agit davantage sur le rythme cardiaque. Elle aide en cas d'extrasystole, quand le cœur trébuche parfois, fait un battement supplémentaire. Si ce sont des extrasystoles fonctionnelles liées au stress, l'agripaume peut vraiment aider. L'aubépine, le remède qui a sauvé une vie. Et maintenant, je veux vous raconter l'histoire que j'ai promise au début. Il s'agit de l'aubépine. La plupart de mes collègues y sont sceptiques. Remède de grand-mère, effet douteux. Je pensais pareil, jusqu'à ce que je sois confrontée à cela personnellement. Il y a 3 ans, ma collègue et amie Olga a commencé à se plaindre d'essoufflement, de faiblesse, d'œdème aux jambes le soir. Nous l'avons examinée. Insuffisance cardiaque, stade initial. Nous avons prescrit le traitement standard, inhibiteur de l'ECA, diurétique, bêta-bloquant. Mais elle a développé une intolérance. Un médicament provoquait des éruptions cutanées. Un autre faisait chuter sa tension à des niveaux critiques. Un troisième affectait ses reins. Situation bloquée. Il faut traiter, mais avec quoi? Et là, je me suis souvenu qu'en cardiologie allemande, l'aubépine est utilisée officiellement pour l'insuffisance cardiaque chronique de classe fonctionnelle 1 et 2. Il existe un médicament, extrait d'aubépine standardisé, enregistré comme médicament. Nous avons décidé d'essayer, commencer avec une dose minimale sous contrôle strict et après 1 mois, nous avons vu des résultats. L'essoufflement a diminué, les œdèmes ont disparu, la tolérance à l'effort a augmenté. Nous avons progressivement ajouté de faibles doses des médicaments principaux qu'elle pouvait tolérer et gardé l'aubépine comme base. 3 ans ont passé. Olga travaille, mène une vie active, son état est stable. Je ne dis pas que l'aubépine l'a guérie. Non, c'est une thérapie complexe, mais elle a joué un rôle clé dans une situation où les approches standards ne fonctionnaient pas. Après cela, j'ai étudié la littérature. Il s'avère que l'aubépine contient des flavonoïdes et des procyanidines qui améliorent l'irrigation sanguine du muscle cardiaque, renforcent la contractilité du myocarde, réduisent les besoins en oxygène du cœur. Il existe plusieurs études sérieuses confirmant son efficacité dans l'insuffisance cardiaque légère. Mais attention, il s'agit d'extraits standardisés, où la concentration en principes actifs est connue. Pas de teinture du marché, pas de compléments douteux, mais de médicaments avec une composition prouvée. Conclusion, ce qui marche vraiment. Résumons. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Ail, oui, comme moyen auxiliaire pour l'hypertension limite et seulement sous la bonne forme. Gingembre, oui,
pour les nausées et peut-être les douleurs articulaires, mais pas pour maigrir. Miel, oui, pour la toux et les plaies, mais pas comme substitut du sucre ni comme remède universel. Curcuma, très faible sous forme ordinaire. Il faut des compléments spéciaux à haute biodisponibilité. Et encore, comme complément. Canneberge, non, ne fonctionne pas pour prévenir ou traiter la cystite. Huile de poisson, oui, absolument, pour le cœur, le cerveau, les vaisseaux, l'immunité. Valériane et agripaume, oui, pour l'anxiété légère et les troubles fonctionnels, mais en cure et comme moyen auxiliaire. Aubépine, oui, pour l'insuffisance cardiaque initiale, mais uniquement des préparations standardisées. Et surtout, ce que je veux que vous reteniez, naturel ne signifie pas sans danger ni efficace. Tout remède pouvant avoir un effet thérapeutique peut aussi nuire s'il est utilisé incorrectement à des doses inappropriées pour des états inadaptés. Consultez toujours un médecin. Vérifiez toujours le diagnostic. N'annulez jamais un traitement prescrit en faveur de remèdes naturels sans consulter un spécialiste. Car votre santé n'est pas un terrain d'expérimentation.